Vous écoutez De l'E6 Plus Cool. Et voici, format court, Monster of the Week, The Spooky. Bonsoir, je suis Morgane et j'interpréterai Esther Joyce, la lugubre. Je suis Volsung et j'incarnerai le gardien. Dis-moi Esther, que s'est-il passé dans l'épisode précédent ? Dans l'épisode précédent, Esther était au fond d'abysses de désespoir extrêmement profondes. Après avoir traqué un loup-garou dans le Twisted Hideout, elle a fini par venir à bout du lycanthrope en le constellant d'éclats de verre, cédant par là même aux injonctions de son reflet et écopant au passage de 2 balafres assez sévères. Sur ces entrefaites, Milton, son parrain, est arrivé. Ils ont réussi à échapper aux forces de l'ordre en utilisant un sortilège très pratique d'invisibilité. Et devant l'état pitoyable de sa pupille, Milton a décidé de la ramener chez lui plutôt que de la déposer chez ses parents qui se seraient terriblement inquiétés. Résultat de quoi, lorsque Esther a repris connaissance, elle a découvert qu'elle avait été infectée par la morsure que lui a causé le loup-garou. Et donc Milton a décidé de lui injecter un cocktail mystère qui, couplé avec la magie d'Esther, a donné un effet secondaire très problématique. Le reflet est, remonté à la surface d'une certaine façon. Et Esther, elle, a sombré dans les profondeurs de son inconscient et est donc incapable de savoir ce que le reflet a fait pendant ce temps-là. Tu as dormi du sommeil du juste, Esther Joyce. Et quand tu ouvres les yeux, jeune fille ensommeillée, espérant se réveiller dans les bras de sa mère, tes yeux doivent s'habituer à cette pénombre. L'air est lourd, il y a une sorte de vrombissement, pulsation assourdissante. Le sol est visqueux sous tes pieds. Où est-ce que je suis exactement ? Ça a tout l'air d'une caverne aux parois organiques. Hein ? Je crois qu'il me faut un moment pour comprendre que je suis réveillée. Tu m'étonnes. J'ouvre les yeux, je m'attends à retrouver le lit d'hôpital sur lequel j'étais allongée. Mes doigts se retirent très très vite de l'espèce de surface visqueuse et je me recroqueville, presque dans l'espoir de me mettre à voler pour ne plus toucher ce truc-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Toujours cette pulsation, ce souffle autour de toi. Et cette chaleur. Quelle chaleur ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je me saute sur mes pieds, comme frappée par la foudre, et avec des mouvements frénétiques, j'essaye d'envisager l'espace dans lequel je suis. Au-dessus de toi, il y a une sorte de voûte translucide, on dirait un bloc d'ambre avec quelques lueurs derrière. J'approche la main pour toucher cette espèce de chose. C'est mou ? Qu'est-ce que c'est ? La voûte lumineuse est solide, et froide, elle. D'accord. Et les parois autour ? C'est de la chair, en fait. Ça peut être que ça. Ah, c'est dégueulasse ! Ça réagit à ton toucher, ça semble se rétracter. Ah, c'est immonde. Qu'est-ce que c'est ? C'est un espèce de cocon ? Je suis dans l'intestin d'une bestiole ou quoi ? Pas tant le faire tant qu'il est chaud. À ce moment-là, t'as une sorte de voix sépulcrale qui semble retentir de tous les côtés. Pas la peine de chercher. Y a pas le wifi ici. On reçoit que Radio Esther. Qu'est-ce que t'as encore fait ? Où est-ce qu'on est ? À ton avis ? J'ai pas le temps de jouer devinette avec toi. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie ? Je laisse ton imagination débordante s'en charger. Où crois-tu que tu es, là ? Dans une bestiole ? Oh non, tu es en coulisses, ma pauvre fille. Ah. Là où tu nous renvoies à chaque fois, en un sifflement. Maintenant tu vois ce que ça fait. D'accord, nous sommes donc dans ma tête. Et en bonne compagnie, crois-moi. Ici, il n'y a que les mêmes rediffs de merde. Toujours ces apitoiements sans fin. Je suis dangereuse. Non, je vis que pour souffrir. Milton, j'ai peur de faire mal aux gens. Je te jure que quand je vais sortir d'ici, je vais t'en coller une sévère. Cause toujours, pauvre fille. Je suis toi maintenant. Je suis ton vrai toi. Celle que tu as toujours voulu être. Et toi, tu n'es pas mon reflet, tu es un écho. Tu es une imitation. Tu es un simulacre. Tu perds rien pour attendre. Si tu fais quoi que ce soit, à qui que ce soit, je te promets. Je crois que j'arrive pas à finir ma phrase parce que je suis tellement à la fois abasourdie et tellement énervée. Mais tellement. Je veux dire, mon problème principal, c'est que je suis a priori folle de rage contre moi-même. Et l'ironie de la situation, le mur que ça m'oppose, m'empêche de terminer ma malédiction. Et je pense que justement, à ce moment-là, où tu te fais submerger par un flot d'émotions, la grotte dans laquelle tu te trouves est soudain pris de spasmes, quoi. Le sol se dérobe sous tes pieds. Je ne pense pas me tromper en déclarant que tu perds l'équilibre. Je me retrouve à genoux dans cette espèce de chair humide, cette espèce de tissu organique gluant. Ok, faut réfléchir.
Ta rage est un nectar exquis, très cher. Oh, tu es tout au plus une démangeaison dans ma tête. T'inquiète, la migraine arrive. Parfait, je pense que il va falloir me trouver une solution, vite. Le problème, c'est que pour l'instant, je suis coincée. Je serais bien tentée d'utiliser la magie, mais je ne sais pas dans quelle mesure utiliser la magie sur mon propre esprit peut être problématique. Je peux le dire, ce serait une première. La liste est longue, la liste est interminable, sur les choses que je brûle de faire depuis si longtemps. Nous devons rendre la monnaie de leurs pièces à beaucoup de monde. Et je pense qu'au moment où elle dit ça, il y a un nuage de lucioles lumineuses, bleutées, qui traversent la grotte, qui sont autant de pensées, autant de souvenirs. Si deux d'entre elles devaient se rapprocher de toi et qu'on devrait les définir comme des personnes distinctes qui t'aient fait du tort, quelle vision est-ce qu'on contemple là tout de suite ? Dans la première luciole, on verrait le journaliste qui, lorsque j'étais petite, que j'avais 12 ans, est venu pourrir la vie de mes parents pour avoir le droit de m'interviewer comme une bête curieuse. Il nous a suivis, il a voulu prendre des photos, il campait devant chez nous, c'était insupportable. Je voyais bien que ça rendait mes parents fous de crainte et de colère, et à l'époque déjà j'aurais voulu pouvoir faire quelque chose. Et de 1, suivant. L'adjoint du médecin qui s'occupe de moi. Dès que je vais dans sa salle d'attente et qu'il me fait faire les examens préparatoires mensuels avant l'entretien avec le médecin qui me suit depuis tout ce temps-là, il me regarde mal, il me considère comme une bête curieuse. Il est hyper désagréable. Il fait exprès que les manipulations soient douloureuses quand je vais faire mon IRM. Il serre fort et puis ça le fait sourire, c'est un espèce de sadique. Je crois que je le déteste. Je le déteste parce qu'il est censé prendre soin de moi et dans ses yeux je vois que je suis rien qu'une créature diabolique. Ok, je pense qu'à ce moment-là, comme si un rayon de soleil avait balayé les nuages, le dôme d'ambre s'éclaircit et tu distingues des formes, tu distingues des reliefs, des contours, et il te faut te concentrer un peu pour que l'image devienne enfin nette. Tu vois à travers ce qui semble être un rétroviseur. Tu es dans un véhicule que tu ne connais pas. Les fenêtres ont été ouvertes et tes cheveux ondulent au rythme de ta conduite sportive. Je sais conduire ? Depuis quand est-ce que je sais conduire ? J'en sais rien, en tout cas, on dirait que le reflet improvise. Chaud. Elle vient de te lancer un regard mauvais en te regardant par en dessous, en jetant un coup d'œil au rétroviseur. Tu verras, on s'y fait. T'inquiète, regarde, j'apprends. D'abord ce rétroviseur, et ensuite... Tu paies rien pour attendre. Comment s'appelle l'adjoint Appelons-le le docteur Malovitch. Docteur Malovitch, ok. D'abord, je vais me payer Malovitch, et je vais en mettre plein les murs. Je t'interdis de le toucher. Et essaye seulement de m'en empêcher. Oh mais t'inquiète. Après ça, j'irai voir le bel Ewan, et je lui offrirai notre pucelage. Hein ? Un type aussi passionné, il doit être spectaculaire au pieu. J'agrippe, je crois, la paroi gluante. Tu ne le touches pas, tu ne l'approches pas, tu m'entends ? Ah, j'hésite à faire un jet là. C'est chaud là. Parce que tu vois, si on te fait lancer sous Weird, c'est aussi la source de ton pouvoir. Chaque fois que tu utilises ton Weird, tu utilises le reflet. Du coup, tu devrais en être réduite à tes stats de tough ou de cool de base, quoi, pour te débattre. Tu veux dire mes non stats ? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu essaies de botter des culs par la pensée, Esther Joyce ? Ah oui, tiens, si je pouvais lui coller une migraine, ce serait sympa. Eh bien, fais-moi ton premier jet de la soirée, s'il te plaît. Allez. 0 ! Eh ben voilà. Oh, 6. Est-ce que tu acceptes ce 6 ? Ouais. File de l'XP. Il va donc falloir que je rende la situation encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà, si c'est Dieu possible. Mais ça va pas durer, c'est pas grave, je pexe pour lui en coller plein les dents après. Ok. Dis-moi ce que tu essaies de faire, et du coup je vais reprendre la balle au bon et te faire chier. Comme d'hab. Bah écoute, j'agrippe la paroi gluante. En fait, je veux lui coller la migraine, voilà. Si ça pouvait au moins la retarder, si ce n'est m'offrir la satisfaction que ses mauvaises pensées lui en mettent plein la tête, ce serait bien. Okay. Tu ne le touches pas, tu m'entends ? Tu ne le touches pas, je t'interdis de porter la main sur lui. Elle part d'un nouvel éclat de rire et elle met une piche-tête au rétroviseur en ajoutant cause toujours ma fille. Et en faisant ça, difficile de savoir si c'est le geste ou la pensée de ce geste, ta cage de chair s'agite en tous sens. C'est à croire que tu seras un insecte captif d'un vocal et qu'un enfant cruel agiterait en tous sens. Je me retrouve à nouveau à genoux, j'ai des larmes plein les yeux. Me sentir impuissante comme ça me rend dingue. Ça me rend dingue. J'ai toujours été victime de ça, mais là c'est pire que tout. J'ai même une pensée un peu amère, je peux pas m'en empêcher. Une pensée un peu amère pour Milton.
je sais pas ce qu'il y avait dans sa seringue, et puis il avait promis de faire attention à moi, et je croyais qu'il m'avait attaché quelque part. Et alors que je pense ça, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait de Milton exactement? Où est-ce qu'il est? Oh, Milton, ce très cher Milton. Ce fumier, oui, qui nous envoie au charbon et nous ramasse à la petite cuillère. Toujours à dire, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Je lui ai bouclé sa grande gueule à Milton. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Quelle importance! Reste en coulisses et boucle-la! Ta prison s'agite à nouveau en tous sens. Tu heurtes le dôme d'ambre. Tu rebondis sur une sorte de pilier à moitié composé d'ossements et de chairs exposées. Quel est le souvenir dans lequel tu te réfugies là tout de suite? C'est quoi cette tranche de vie que... Je me réfugie dans le souvenir d'une de ces soirées cinéma qui sont si agréables, où tout le monde vient à la paroisse de mon père pour profiter d'un bon moment, où ça s'échange des gentils mots, où on est tous là dans le noir, serrés les uns contre les autres, à avoir peur en même temps devant ces vieux films en noir et blanc, et à rigoler de soulagement quand la bobine s'arrête, jusqu'à ce que quelqu'un propose une grillade ou un sandwich. Et c'est tellement bon en fait de se dire que c'était rien, c'était qu'un film, c'était pas pour de vrai, et ça soulageait un peu le quotidien. Et toute cette innocence-là, c'est tellement agréable. Tous ces gens qui pensent que l'obscurité et les cauchemars, c'est rien que du cinéma. Je pense que du coup vous êtes en train de regarder le Nosferatu de Murnau, hein. Après tout tu l'avais cité. C'est vrai, c'était trop bien ce film. Alors que ton père et ta mère s'évertuent à relancer le vieux projecteur qui en a tant vu, j'imagine qu'il y a je pense qu'il y a une petite vieille, une petite blague aux cheveux gris qui te tend un nouveau brownie. Ah, Madame Gibson, merci beaucoup. Avec plaisir, cher enfant, il faut bien que tu te remplumes. C'est à croire que tes parents ne te donnent rien à manger? Oh, vous savez, les enfants, ça grille beaucoup de calories quand ça grandit. Et j'en profite pour prendre un deuxième brownie. Mais fais-toi plaisir, ils sont là pour ça. Oh, tu sais, j'ai eu ton âge un jour, je sais ce que c'est. Oh, du coup, vous mangez les brownies, vous aussi? Oh, quand j'en avais la chance, oui, mais c'était des temps plus difficiles. Vous avez quel âge, Madame Gibson, exactement? Allons, est-ce qu'on demande des choses pareilles à une dame? Bon, entre filles, non? Et sur le ton d'une confidence, elle te chuchote à l'oreille. Ma foi, j'ai passé 70 ans, mais on me donnerait moins, n'est-ce pas? Vraiment 70, j'aurais pas cru. Eh oui, mais une alimentation saine, un cœur léger, ça endurcit. Est-ce que le brownie compte comme une alimentation saine? Je lui demande sous l'air de la confidence. Oh, les miens sont faits avec amour. Ah, donc ça réunit les deux points alors. Assurément. Ah bah je vais en prendre un troisième. Oh, dépêche-toi avant que tes parents ne te prennent la main dans le sac. Du coup, je fourre un brownie de plus dans une serviette en papier. Dis-moi, ça ne te pèse pas de ne pas aller à l'école comme les autres? Un peu si, peut-être. J'imagine que j'aurai plus d'amis, de mon âge, je veux dire. Une fleur comme toi ne devrait pas être enfermée entre quatre murs. Tu devrais mordre dans la vie à belles dents. Vous inquiétez pas, Madame Gibson. Pour moi, ça va. Je veux dire, j'ai de la chance, non? J'ai des parents qui tiennent un cinéma. Il y a énormément de personnes qui aimeraient en dire autant, pas vrai? C'est vrai, et tous dans le quartier, nous apprécions beaucoup ce qu'ils font pour nous. Mais tu sais, j'ai un petit voisin qui devrait avoir ton âge. Faudrait que je vous présente. Là, j'ai pas l'air très convaincue parce que... Mais en même temps, je veux pas lui faire de la peine, alors... Bah, vous avez qu'à lui dire de passer pour la séance de la semaine prochaine, par exemple. De toute façon, je sais toujours comment ça finit. Quand il y a des petits nouveaux de mon âge qui arrivent, ils se retrouvent entre eux au cinéma et moi, je suis toujours toute seule. Mais ça, je lui dis pas. Je lui parlerai de ta personne. Je suis sûr qu'il sera impatient de faire ta rencontre. C'est gentil, Madame Gibson. Merci beaucoup. Mais en attendant, lui en dites pas trop. Je voudrais pouvoir profiter de vos brownies encore un peu. Et en fait, du point de vue extérieur de là où je suis, donc coincée dans ma propre tête, je me rends compte à quel point c'est compliqué pour moi d'avoir des souvenirs qui versent pas après dans l'obscurité. Dire ça partait bien, il y avait le cinéma, il y avait les brownies et à nouveau la conversation dévie sur ma différence, sur ma solitude, sur le problème que j'ai à me trouver des copains et des copines. Et je veux dire, j'ai vraiment un problème, quoi. On entend, cette voix un peu lunaire de ta chère mère qui déclare « Veuillez nous excuser, le spectacle va reprendre tambour battant ». À ce moment-là, donc, la bobine saute.
Donc le Nosferatu apparaît, cette gargouille interminable qui semble flotter au-dessus de l'escalier qu'elle descend avec gravité. Et soudain, l'abomination semble rater une marche et dévaler les escaliers 4 à 4 avant de tomber avec un craquement sur le crâne et ne plus bouger. Et donc derrière cette icône du cinéma d'épouvante de l'ancien temps, on te voit toi, en noir et blanc, toute sourire, qui déclare Oups !» Oh la vacherie, jusque dans mes souvenirs, quoi. Bon, je sais pas pour vous, mais je trouve ça un peu chiant, déclare ton double à l'attention du public. Et tous se mettent à acquiescer, y compris Madame Gibson, qui commence à se goinfrer de brownie en poussant des gloussements stupides. Non mais stop! Stop! Arrête de pourrir mes souvenirs! Stop! Pardonne-moi cette intrusion, mais j'arrive pas à me décider, j'ai trop besoin de ton avis. Allez! Elle fait un signe de main en direction de la caméra, qui se met à la suivre. Elle s'aventure un peu plus loin dans le manoir qui servait de décor au film. Elle pousse une porte, et là tu retrouves... tu reconnaîtrais ces toilettes entre mille, ce sont les toilettes donc, de l'Institut de neuropathologie, où régulièrement tu vas te réfugier quand tu sens les larmes monter et que tu veux que personne ne te voie. Sauf que là, ça semble être les toilettes pour hommes. Il y a le Dr Malkovich qui a fallu de tout son long, agrippant la cuvette des toilettes. Tu sembles lui faire face, pour autant que tu puisses en juger. Et à ce moment-là, dans le songe, ton avatar en noir et blanc s'adresse au public. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Moi j'ai une petite envie là, je le noirais bien dans les chiottes. Hein ? Pas vous ? Et en fait derrière il y a ta mère qui est à côté du projecteur qui déclare Oui, ça me semble tout indiqué. Il l'a bien cherché ce vilain monsieur. Mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Bah oui, tu peux tenter à nouveau. La situation a donc empiré. Que vas-tu tenter de faire, Esther Joyce ? Est-ce que je peux le protéger de moi-même ? Comment vas-tu t'y prendre, alors que le public commence à applaudir à tout rompre ? La tête dans les chiottes ! La tête dans les chiottes ! Et pendant ce temps, il y a Madame Gibson qui s'étouffe sur un brownie, qui tombe à genoux, et les gens sont hilars en la voyant perdre le souffle et vraisemblablement mourir. Non, je me précipite vers ce souvenir important. Je veux dire, c'est Madame Gibson quand même. Et pendant que je lui tape dans le dos pour qu'elle recrache, ça me donne une idée. Je me dis, mais c'est ça, le fait de taper dans son dos, je dis, j'ai qu'à me faire une crise d'épilepsie ou me faire suffoquer, quelque chose. Après tout, j'ai pas de contrôle sur mon esprit, mais je dois bien pouvoir faire 2-3 spasmes ou quelque chose comme ça. Si elle pouvait s'étouffer avec sa cruauté. L'idée me plaît beaucoup. Je vais partir du principe que tu as réussi un jeu d'analyse d'une situation difficile, car c'est une situation terriblement difficile. Je t'octroierai un +1 sur quelque action que ce soit pour tenter de te faire du mal et ainsi lui faire du mal indirectement. Ton passeur de père est derrière toi et déclare N'aie crainte, le royaume des cieux lui est ouvert. C'est une âme pure que Dieu accepte en son paradis. Putain, je me retourne vers Papa. Comment est-ce que tu peux blasphémer comme ça ? Même moi, ça me choque. Je suis hyper choquée. Je veux dire, je veux bien que mon père soit quelqu'un d'assez effacé, mais là, je veux dire, le déni de la souffrance, c'est pas mon père. Bien sûr que ça n'est pas ton père. Mais non, c'est les effets pervers de cette petite saloperie. Ok, va pour protéger quelqu'un. C'est la première fois qu'on utilise le move, toutes saisons confondues. Je suis donc tout oui. Protéger quelqu'un. Lorsque tu tâches de préserver quelqu'un de tout dégât, lance +toff. Yes. J'ai fait 8. Sur un 7+, tu la protèges, mais tu subis une partie, voire la totalité des dégâts qui lui étaient destinés. Tu vas manger. Je sais que ça te manque. Je tends le porte-voix du réalisateur. Vas-y, fais-toi plaisir. La caméra s'attarde d'abord sur le visage effrayé et blafard du docteur Malkovich, qui semble contempler sa mort prochaine. Et à ce moment-là, comme dans l'épisode 1, on voit une goutte de sang qui tombe sur le sol. La caméra fait alors volte-face, et c'est Esther Joyce, ou moi, mais je préfère dire que c'est elle, qui commence à porter la main à sa narine et à constater que ça n'est pas une goutte, mais un flot de sang qui est en train de couler de son nez, sans discontinuer, alors que le paysage autour vacille, et que pendant une fraction de seconde, le visage de cette Esther diabolique change, qu'elle se retourne vers le docteur et qu'elle dit « Courez, docteur Malkovich ». Sans demander son reste, le sinistre adjoint prend ses jambes à son cou et s'annonce vers la sortie. « Non, t'as pas le droit ! T'as pas le droit ! T'es qu'une chieuse !» Je tousse un peu. En fait, c'est quand même extrêmement fatigant de passer par-dessus sa volonté. Alors que j'agrippe la paroi gluante, j'ai un petit sourire vainqueur, et peut-être même un peu cruel. Ah, tu vois, j'apprends. Attends, bouge pas, je reviens tout de suite. J'aimerais tenter quelque chose en fait, gardien. Ok. J'aimerais essayer d'utiliser la magie pour contacter Milton.
Ah, ça me semble faisable, oui. Vous avez un lien particulier, ça ferait sens. Je me demande où tu vas en venir, Esther Joyce. Déjà, je veux voir dans quel état il est, et ensuite, surtout, je veux lui dire qu'il faut qu'il m'arrête. T'as pas le droit, il est à moi. Depuis le temps que je traîne sur le siège arrière, à compter les points, c'est terminé, c'est moi aux commandes, t'entends? Casse pas mon groove, salope. J'ai une... Que de vilains mots. Oh, que de vilains mots dans la bouche d'une petite fille. Esther, mais ne t'inquiète pas. Attends, je t'appelle à la magie. J'ai fait 9. Tu as une complication à choisir. Oui, tout à fait. Bah voyons. Ultra anecdotique cette fois, je veux dire, c'est un cas exceptionnel la dernière fois. Oui, c'est parce que j'avais vraiment envie de déclencher une apocalypse. Je pense que le problème, ça sera un arme. Voilà, une bonne grosse migraine. Et puis comme ça la fait chier aussi. D'accord. Pardon. C'est le métier qui rentre. Ok, tu t'administres donc un dégât qui te fait repasser à nouveau en blessures instables. C'est bien, c'est bien. Non mais c'est parfait, comme ça elle est un peu ralentie, ça me laisse un peu de temps, c'est pas plus mal. Finalement, ça va presque devenir un avantage. Je pense que vous êtes à deux doigts de la rupture d'anévrisme là, hein. Tu dois mettre genou à terre. Nous, bien sûr, faisons ça. Dors. On la voit qui se saisit la tête. Oh bordel, peux-tu donc crever? Elle en est au point où elle est à même le sol. Bah oui, elle va se prendre la tête. Et elle est au bon endroit parce que les médecins vont probablement lui coller une bonne grosse dose de calmant, genre qui pourrait assommer un cheval. Tu entends des bruits de pas précipités dans le couloir alors qu'elle fait mine de ramper en direction d'une fenêtre qu'elle ne pourra pas atteindre. Non, ok, c'est bon, je regrette. La violence n'apporte rien. Mais on va se taper Ewan, hein. Allez, avoue que t'as envie de lui planter les griffes au creux des reins depuis toujours. Mentir, c'est mal. Mais ne t'inquiète pas, Esther. Pour toi, je vais faire un effort. Je serai ton jugement. Ils vont nous mettre en cabane, drogués 24 heures sur 24. Ce sera pire qu'avant. Il faut qu'on s'échappe. Tu cesseras de faire du mal à ceux que j'aime. Alors reste calme et sois une gentille petite fille, pour une fois. Ça changera. Pendant ce temps, n'oublions pas quand même que tu as réussi ton jet. Excuse-moi, mais j'ai un coup de fil à passer. Un quoi? Bye bye. Et je pense que dès l'instant où la conversation cesse, elle retombe lourdement au sol, en hoquetant, en tressautant. Tu vas nous faire crever, c'est tout ce que tu vas réussir à faire. Ouais. Ah, j'ai pas encore décidé si c'était finalement la bonne solution ou pas. En fait, je pense qu'elle roule des yeux et qu'elle a des doigts de sombrer dans l'inconscience. En attendant, moi j'ai un Milton sur la ligne. Nous sommes dans son infirmerie de fortune. Je pense que tu observes les choses depuis le plateau où reposaient les différents ustensiles métalliques. Et tu as Milton qui est adossé au mur, en train de secouer la tête, comme s'il reprenait ses esprits. Il peine à se relever. Il agrippe enfin le sommier et réussit à passer en position verticale. Devant lui, le lit semble comme avoir explosé. Les lanières de cuir déchirées pendent lamentablement de part et d'autre de sa surface. Seigneur, c'est moi qui ai fait ça. La caméra fait plusieurs plans. Je suis d'abord dans le plateau, ensuite je suis dans l'abat-jour métallique qui éclaire la pièce, et enfin je suis à portée de ses doigts sur le sommier métallique directement, comme si je me rapprochais de quelqu'un pour lui parler de plus près. Milton! Milton! Hélas, il ne peut t'entendre. Tu observes un autre lieu, mais ça ne veut pas dire que tu sois en mesure de communiquer avec lui. Au moins tu sais qu'il est bien vivant et qu'il vient de reprendre ses esprits. C'est déjà ça. J'ai un geste d'agacement, de désespoir. Je me sens extrêmement limitée, extrêmement contrainte. Moi qui d'habitude fais voler les objets en clignant des yeux, me voilà prisonnier de ma propre tête, c'est insupportable. Au moins il va bien. Je peux vraiment rien faire, je peux pas renverser un plateau ou faire quelque chose pour lui indiquer que je suis là. Pour ce faire, il faudrait que tu lances un nouveau jet d'appel à la magie. C'est vraiment deux choses distinctes. Eh ben je peux le faire. Et Dieu sait que c'est pathétique de lancer deux fois d'affilée le même move. Mais bon, c'est parti. Si tu as ne serait-ce qu'un semi-succès, tu obtiendras exactement ce que tu désires. 13. Un demi-succès, hein. C'est le jackpot. Donc dis-moi comment ça se manifeste et comment tu vas avoir une conversation parfaitement intelligible avec Milton. La caméra fait un nouveau plan, je ne suis plus dans le sommier, je suis dans le miroir de l'armoire à pharmacie qui est non loin du lit. Et la surface du miroir n'est plus seulement vitrée, elle ressemble à du mercure, quelque chose d'épais qui renverrait une image plus nette. Alors que je m'approche, c'est comme si le miroir se déformait pour épouser la forme de la main que j'essaye de tendre en direction de la réalité de Milton. Milton! Il se retourne d'un bond. Ce n'est pas un homme qui montre ses émotions, mais là, il est vraiment subjugué par le spectacle et il articule entre ses lèvres serrées. Fascinant. Magnifique. Oh, arrête 2 minutes. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu peux pas me laisser comme ça. Je vais finir par faire du mal à des gens. Où est-ce que tu es, Esther?
Au centre de neuropathologie. Pour l'instant, je suis en mauvais état. Tu dois pouvoir faire quelque chose si tu vas vite. Il t'a même pas laissé achever ta phrase. Il a plongé en direction des escaliers qu'il monte maintenant 4 à 4. D'habitude, je déteste quand il fait ça au plein milieu d'une conversation que nous avons, mais là, je dois admettre que je suis plutôt contente qu'il ait ce genre de caractère. Revenons à toi. La porte des toilettes s'ouvre dans un souffle et 2 vigiles apparaissent dans l'encadrement. Derrière eux, tu entends la voix étouffée de cette petite vermine de Malovic. « Elle est complètement folle, je vous dis, elle m'a agressé !» Ils ont un instant d'hésitation, te voyant même le sol dans une flaque de sang, et se précipitent tout de suite à ton chevet. Elle a fait un malaise. Et je pense qu'à ce moment-là, tu perds définitivement conscience. Ah dommage, j'aurais bien tenté quelque chose. Qu'est-ce que tu déclares ? J'aimerais susurrer quelque chose à l'oreille d'Esther. J'aimerais lui dire « Maintenant, c'est toi qui vois. Soit tu restes sage, comme je sais si bien le faire, et il ne nous arrivera pas grand-chose. Soit tu gardes le contrôle. Et effectivement, on va finir en cabane pour les 50 prochaines années. Est-ce que tu acceptes de laisser couler, juste cette fois ?» Et tu entends cette voix qui résonne et qui déclare « J'ai parlé trop vite. Il y a de toi en moi. Ça crève les yeux. » On fait affaire ou non ? Je pense qu'elle voit mon reflet dans un des tuyaux de plomberie. Tes nuits ne seront plus jamais les mêmes. Plus jamais. Tu seras toujours dans la terreur que je reprenne les commandes. Et ce jour arrivera. Je serai patiente. Ne t'inquiète pas. D'ici là, j'aurai trouvé une solution. Il y a ma main qui se tend sur la surface de la plomberie. Alors, marché conclu ou pas ? Elle est plus là. Tu es parfaitement en commande. Tu es en toi. T'as un mal de crâne pas possible. J'ai peut-être tapé un peu fort. En définitive, tu es escorté avec une certaine douceur dans une autre pièce. Plan suivant, tu es sanglé sur un lit, les yeux dans le vague, peut-être injecté quelque chose. À travers une porte entrebâillée, des personnes parlent en silence, et tu distingues Milton et, j'ose à peine l'avouer, tes parents. Ils ont une triste mine et semblent aussi préoccupés qu'on peut l'être dans une situation pareille. Plan suivant, on te voit en vue de dessus, avec ce regard bleu, profond, pénétrant et triste, alors que tu passes dans ces fameuses machines gigantesques et assourdissantes alors qu'une passe un IRM. Tes jours ne semblent pas en danger, Esther. On se fait beaucoup de soucis sur ta santé mentale et sur le fait de te laisser errer en liberté. Fondu en noir, où sommes-nous ? Que voit-on ? C'est une pièce qu'on ne connaît pas, qui ressemble à une grande salle à manger ou à une sorte de bibliothèque. Il y a du lambris sur les murs, il y a des lampes un peu vintage accrochées au plafond, et l'une des vitres est même un vitrail qui semble avoir été préservé des outrages du temps. Il y a une table qui pourrait ployer presque sous le poids des vieux livres, parchemins et autres ouvrages posés dessus. On se rapproche de cette table et on voit juste une main qui pose un mug fumant qui contient probablement du thé ou du café. Et lorsque la caméra recule à nouveau, c'est Esther que l'on voit, mais elle a changé. Ses cheveux sont devenus beaucoup plus longs. Elle les portait à peu près aux épaules. À présent, il lui arrive quasiment au milieu du dos. Longs cheveux auburn, très lisses. Elle ne porte plus les affaires trop grandes qui masquaient sa silhouette. Elle est dans un jean noir avec un t-shirt à message, quelque chose qui ressemble à Angels from Hell. La caméra descend, elle passe de la tasse fumante au t-shirt à message, puis à des guêtres qui lui montent de façon asymétrique jusqu'aux genoux, révélant une silhouette qui n'est plus tellement celle d'une petite fille, mais plutôt d'une jeune femme. Et puis enfin, au bout de ses chaussettes immenses, un bracelet électronique qui clignote tout doucement à intervalles réguliers, comme une pulsation. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvre. Milton apparaît à nouveau. Il a peut-être changé, mais c'est imperceptible. Il a un vieux grimoire à la main, naturellement. Tu as fait de beaux rêves ? Aucun cauchemar ne les a troublés ? Je me contente de hausser les épaules, comme d'habitude. Il y a quelque chose qui a changé dans l'expression d'Esther aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la tristesse, une sorte d'ombre qui plane sur son visage. Tu vas finir par me faire culpabiliser. Je vais me gêner. J'ai un geste de menton vers Milton. C'est pour moi, et je désigne l'ouvrage qu'il a dans les mains. Non, nullement, je travaille sur une affaire. Il y a de la déception dans mes yeux. Ah, je vois. Et je me replonge dans quelque chose qui a l'air de contenir des runes, ou enfin quelque chose qui a l'air de contenir de la magie. Il referme le livre en un claquement et s'assied en face de toi. Esther, nous avons fait beaucoup de progrès. À mesure que tu grandis, tu as plus d'emprise sur ta nature. Ne désespère pas. Est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir sortir à nouveau ?
Il hoche la tête, te regardant entre ses paupières mi-closes. Bientôt, Esther, bientôt. Et de la même façon qu'il soigne son entrée théâtrale, le voici qui quitte la pièce à nouveau. On a juste un plan de Esther à son bureau, qui croise les bras et vient poser son menton sur une de ses paumes. La caméra s'éloigne, tandis qu'Esther se replonge dans ses lectures, mais au moment où on entend hors champ la porte qui se ferme et qui claque, elle ferme son livre et glisse vers l'entrée que Milton a prise. Il y a juste un gros plan sur sa main qui vient se poser presque hésitante sur la poignée et qui appuie doucement. Et la porte ne s'ouvre pas. Elle fait le bruit caractéristique d'une poignée qu'on a verrouillée. Qu'est devenue Esther après tout ce temps sous surveillance? Pourra-t-elle sortir à nouveau et chasser ses proies? Ou bien devra-t-elle continuer à se traquer elle-même, comme elle a si bien appris à le faire dernièrement? Toutes les réponses à ces questions dans le prochain épisode de Monster of the Week. Non, elle va pas dire par là mon cul, ma tête est malade, mais je sais que je meurs d'envie de dire cette phrase-là. C'est toi qui m'as mis dans cette situation de merde. Assume maintenant. Ce n'est pas totalement vrai, tu m'as encouragé à le faire. Oh, J'étais là prostré. c'est vicieux. Oh oui, pauvre petit. Les oreilles et toi, tu disais, vas-y, Volsou, lance ton apocalypse. Eh ben oui, mais c'est ça de parler à C'est la son preuve reflet. seconde. C'est ça de parler à son reflet. C'est toi qui m'oblige à raconter des choses aussi horribles. File-moi mon XP. Ok. Mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est épouvantable parce que au 3e épisode de The Chosen aussi, c'était un passage abominable. En off, je te le dis, pour moi, ce serait pas déconnant, tu vois. Une épilogue est tout à fait probable, c'est que à la fin, on déclare un an plus tard, tu sors après ton séjour en asile et ça marche. C'est parfaitement recevable. T'imagines? Ce serait assez fort comme scène. C'est assez hard, mais Ouais. je peux peut-être être sous surveillance médicale chez Milton, au milieu d'un pentacle.